parlerà nella sua bellissima lingua, ci porterà due esempi. Bernardo è professore emerito all'Università di Avignone, ha una passione per Bassani che nasce dalla sua tesi di dottorato. Ci ha presentato un abstract che è come un romanzo, che è come un saggio bellissimo, in un meraviglioso francese che io mi sono permessa di tradurre perché anche l'abstract secondo me era di livello alto, insomma, per cui troverete una traduzione di servizio e fatta malamente da me, quindi per aiutare nella comprensione appunto del testo. È poi disponibile, siccome fa finta di non sapere l'italiano, ma faccio finta, lo sa, se qualcuna delle curiosità, delle domande può rispondere poi alle vostre domande in italiano, quindi ben volentieri gli do la parola. Grazie. Grazie Cristina. Je voudrais, avant de présenter très rapidement ces deux romans réécritures à partir de d'une nuit de 43 de Bassani, je voudrais remercier les organisateurs, tout particulièrement Cristina Montagnani, de m'avoir invité. Et puis aussi, je voudrais remercier Paola Bassani qui, grâce à elle, m'a permis de rencontrer la romancière française Michel Lèbre, amoureuse de Ferrare, de Bassani, de la famille Bassani, du roman de Ferrare, etc. Purtroppo parlerò in francese. Donc, dans le temps qui m'est imparti, je voudrais présenter brièvement et commenter deux réécritures contemporaines, originales d'Una notte del 43, nouvelle écrite, je le rappelle, entre 1953 et 1955 et publiée dans Botteghe Oscure dès 1955. Alors, les deux réécritures sont deux romans, l'un français, un certain Feloni, un certo Feloni, de Michel Lèbre, publié en 2004. L'autre est un roman francophone, un roman de littérature marocaine francophone, Le silence éclatant des rêves, de Rachid Fadjoli, publié en 2007. Alors, qui sont ces deux lecteurs inattendus de la 5e nouvelle de Dentro le Mura? Michel Lèbre est une écrivaine bien connue en France depuis 1991. Elle a publié beaucoup de romans et de récits, et il y en a deux qui sont rattachés à Ferrare et au roman de Ferrare, c'est-à-dire Un certain Feloni, 2004, je répète, et Un lac immense et blanc, publié en 2011. Rachid Fadjoli, lui, est marocain. Je le connais, il est assistant de littérature anglo-américaine à l'université Ibn Zor d'Agadir. Il est aussi écrivain, et pour l'instant, son seul roman, c'est Le silence éclatant des rêves, publié en 2007. Nous revenons à 1943 et à la première réécriture, Un certain Feloni. Alors qu'il se rend à bicyclette à son travail, Feloni est pris dans une embuscade fasciste. Sans rien comprendre à ce qui lui arrive, le jeune homme se retrouve couché sous la neige, blessé, mortellement blessé, parmi les autres agonisants. Dans ce temps suspendu entre la vie et la mort, les souvenirs affluent. L'amour maternel en premier, l'odeur du tabac paternel, la pêche aux anguilles dans le delta, les frayeurs d'enfants face aux exactions fascistes, aux champs de propagande, au désespoir des adultes. Plane aussi le doux visage de Sandra et son amour qui lui faisait oublier la guerre. En s'emparant du personnage de Feloni, apparu déjà fugitivement dans Una notte del 43 et dont on ignore presque tout, Michel Lèbre écrit un texte intense et poétique sur le chaos de la guerre, l'absurdité de cette mort
et sur ces vies ordinaires que l'histoire jette dans les ténèbres. Je vous lis un passage. En arrivant dans la ville, j'ai vu Via Vecchia, une bicyclette appuyée contre un mur de briques. J'ai tout de suite pensé à celle de Feloni, découverte, elle, au sinistre matin du décembre 43, dans la Via Boldini. Je suis passé presque chaque jour Via Vecchia et la bicyclette n'a jamais changé de place. Elle a hanté mon séjour et Feloni, lui, ne m'a jamais quitté. Je prends une parenthèse, c'est la romancière qui parle. C'est ainsi que, malgré le soleil d'été, j'ai vu à Ferrare la neige sur le trottoir qui longe le fossé du château et les corps effondrés des hommes assassinés par des fascistes. Fin de citation. Feloni, on le sait, c'est Cinzio Belletti, cheminot assassiné par les fascistes pour avoir insulté l'un d'entre eux. Bassani l'a choisi pour rendre hommage à Belletti, que la milice fasciste arrête alors qu'il se rend à son travail pour l'ajouter au peloton des 10 otages fusillés. Michel Lèbre, lectrice fervente du roman de Ferrare, en fait le protagoniste de son roman, pris dans l'étau de la guerre et de la barbarie. Le roman commence sur le massacre lors d'une nuit de 1943. Je cite, « Son corps est enfoui dans la neige, la nuit humide et peuplée de bruits étranges. Il ne bouge pas. Quelque chose grésille près de son oreille et dans sa tête douloureuse où se fige une vague immense, dure comme la neige gelée, froide comme son corps échoué sur le trottoir, à côté des autres, dans le silence de la ville. » Et plus loin, on ne voit que ces formes désarticulées dans la neige sale et le sang qui s'est répandu entre eux. Qui voudrait ne plus les voir, ne pas les connaître, effacer cette tâche immonde? Les bourreaux, eux aussi, s'impatientent. Fin de citation. Lentement, le passé historique et littéraire de Bassani se mêle à celui du protagoniste Feloni. En effet, à côté des allusions permanentes à Una notte del 43 et à divers moments du roman de Ferrare, où sont mêlés trajectoires singulières et histoire, Michel Lèbre révèle le passé de celui qui va mourir. Son enfance près du château, ses promenades enfant avec son père, les gâteaux de châtaigne de sa mère à l'époque de Noël, ses jeux, les premières expéditions punitives des squadristes qui criaient « Battaglioni del Duce ». Il pense aussi à Sandra, rêveuse et déterminée, à leur promenade jusqu'au rempart via Savonarola et la Cisterna del Folo, leur moment passé Piazza della Certosa ou sous les arcades de la Piazza Ariostea ou Corso Ercole d'Este, entre parenthèses, je cite, porté par l'histoire, et où il ne parlait jamais. Quelque chose d'infiniment difficile à exprimer les empêchait de rompre avec des mots maladroits ce parcours solennel proche de la cérémonie. Feloni pense aussi au moment de leur séparation à la gare de Ferrare. Et nous retrouvons Feloni donc, le corps enfoui dans la neige qui divague un peu fou, et cette divagation plonge le lecteur au cours d'une certaine nuit de 43, mais aussi au moment clé du récit bassanien, comme le retour d'Anna Barilari de l'hôtel Tripoli dans la nuit de la mort. Ce passage, Lèbre le recompose et il apparaît. Je cite, « L'horloge du château sonnait le quart de 4 heures. Soudain, le pas d'Anna Repetto, pouvant enfin regagner l'appartement au-dessus de la pharmacie Barilari, se fait entendre dans le silence. Elle est seule dans la nuit, dans le secret de sa nuit. Elle sent dans son corps toute la chaleur de son amant. Elle n'a pas froid, mais là-haut,
Quelqu'un l'attend derrière la fenêtre, son mari, Pino Barilari. Elle le sait, il ne parle jamais de ça, de tout ce temps qu'il passe à l'attendre dans le noir. Il continue de faire semblant de survivre au mensonge. C'est en se faufilant sous les arcades qu'elle découvre les formes inertes sur le trottoir d'en face. Elle s'approche, le regard des hommes beauté s'allume. C'est Anna, la belle Anna. Elle sent dans son dos celui qui la guette et qui aura regagné son lit lorsqu'elle montera les escaliers qui mènent à l'appartement. Fin de citation. Dans un certain Felloni, la neige, élément naturel permanent du récit de Bassani, permet le retour du passé. En effet, par son intermédiaire, Felloni revoit la Ferrare de jadis et sa campagne environnante, le delta du Pô avec ses brumes et sa boue, ses limons qui donnaient, je cite, l'impression de s'enliser dans la terre lourde et les marécages, où les anguilles prisonnières se laissaient prendre, où les hérons semblaient toujours un peu ahuris dans ce paysage. Fin de citation. Felloni, avant de mourir, retrouve le temps de l'enfance et celui de l'innocence, celui des hivers où il glissait avec bonheur sur la neige avant de retrouver l'univers familial, ses parties de pêche avec son père à Volano, la douleur de la perte de sa mère, etc. Son souvenir précis de l'hiver 1929, où les remparts étaient devenus des pistes de ski, il lui permet de revoir la vie à Salinguera et Lida Mantovani qui, veillant sa mère mourante, je cite, voyait passer tous ceux qui partaient faire les fous dans la neige, mais aussi il revoit Clélia Trotti, l'institutrice camarade déterminée à garder le cap dans la tempête. On sait que Clélia finira en résidence surveillée, Villa Fondo Banchetto. Par le biais des souvenirs de la victime, Felloni, Michel Lèbre intègre très souvent dans son roman des moments clés du jardin des Finzi-Contini, telle l'arrivée du narrateur dans la bibliothèque d'Ermanno Finzi-Contini. Ce passage est revu, corrigé, et il est dans le roman de Michel Lèbre. Par un effet de zoom, la romancière française fait aussi apparaître Micole. C'est le moment où Micole quitte pour toujours la Magna Domus, la dernière à sortir pour une destination sans retour. Je cite, « Dans la via Ercole d'Este, Micole jetait un dernier regard à travers la vitre. La voiture qui les amenait avançait en écartant la brume. Le palais des diamants était fantomatique. La brume et les larmes, c'est presque pareil. Le monde se voile, nuit et brouillard étaient au bout du voyage, bien au-delà des remparts, dans un pays sans nom. Personne n'a jamais revu les Finzi-Contini, ni beaucoup d'autres. » Fin de citation. Le passé retrouvé de Michel Lèbre, c'est aussi celui de Giorgio Bassani, avec ses peurs, ses terreurs, notamment celles incarnées par Olao Gaggioli, les frères Balbo, Giulio Divisi, surnommé Sciagura, diable et enfer à la fois, avec leur mise en scène dont les dictatures raffolent et qui, derrière le faste et l'arrogance, dissimulent les exactions de toutes sortes. Une nuit de 1943, Sciagura est là, on le voit dans le roman, raide et décidé devant les cadavres, scrutant la fenêtre de Barilari. Tout s'organise, tout se désorganise à la fois dans la mémoire de Felloni. En effet, à côté de Sciagura apparaissent des ombres, celle de quelqu'un qui jette un œil à la pharmacie Barilari, celle du médecin aux lunettes d'or qui brillait dans la pénombre du cinéma Diana ou du cinéma Excelsior lors de la projection d'Ossessione de Visconti, par exemple, et qui peut-être continue de scintiller au fond des eaux pour ne pas renoncer au tourment d'un amour interdit.
Michel Lèbre, dans son roman, arrive à trouver l'endroit idéal pour résumer quelques épisodes très rapides, je passe, des Lunettes d'or. Comme une nuit, comme La Notte del 43, Un certain Feloni est un roman construit sur deux plans narratifs distincts qui se croisent constamment. En effet, parallèlement au massacre des 11 Ferrare, Michel Lèbre, comme Bassagne, recrée la figure énigmatique du pharmacien cloîtré dans sa chambre, refuge contre le temps et l'aliénation de l'être. D'un côté, l'histoire de Barilari, isolé mais relié au monde extérieur par l'unique fenêtre. De l'autre, l'exécution des citadins innocents dont Feloni. La fusion des deux plans a lieu non pas à la fin du récit, quand le voyeur intervient au procès, on le connaît comme témoin, comme c'est le cas dans la nouvelle de Bassagne, mais au cours du récit. Un certain Feloni, comme la 5e histoire de Ferrare, constitue, à mon avis, le meilleur exemple d'une mémoire qui dénonce l'histoire. Le roman met en scène une série d'événements et de situations sans que l'auteur ou le narrateur intervienne vraiment. Il est question de Ferrare, il est toujours question de Ferrare, traversé par le non-sens et marqué par le sceau de la mort. Les thèmes chers à Bassagne sont bien présents dans la réécriture de Michel Lèbre. Le temps, à savoir le jamais plus et le toujours là, comme chez Proust, l'espace, l'isolement, la guerre, le fascisme, avec ses lâchetés, ses cruautés et ses morts, l'échec de l'amour et de l'amitié, les rêves fous. Les personnages qui illustrent les deux textes sont tous des vaincus, victimes du temps et de leur destin, figés, minés par l'opinion publique et la peur du scandale, sans avenir, depuis, nous le savons, 1937, date cruciale à partir de laquelle l'absurde et l'irrémédiable sont intervenus dans leur vie. En effet, dès l'ouverture, le nouvelliste Bassagne et la romancière Michel Lèbre font allusion à la rafale de la mitrailleuse fasciste qui, tirant depuis les arcades du café de la Borsa, abattit la nuit du 15 décembre, on sait très bien qu'il y a un décalage, 15 novembre, 15 décembre 1943, 11 citoyens ferrarés. Nous sommes au début de la République de Salò. Et Ferrare, avec cette tuerie au pied du château des Princes d'Est, s'arroge le privilège d'avoir eu les premières victimes de la guerre civile. Le récit de Bassagne, comme celui de la romancière française, est conduit de manière à laisser l'impression qu'il a été absurde, que les victimes ont été choisies par hasard, que la population ferraraise, au courant de ce qui se préparait, n'a pas songé une seconde à intervenir et à fermer les yeux sur les coupables présumés. Rappelons que le procès révèle à Bassagne, ému et indigné à la fois, l'hypocrisie et la méchanceté de sa ville d'enfance. En effet, celui que tous soupçonnent est acquitté, parce que l'unique témoin, le pharmacien Pino Barilari, dans les deux textes, n'a pas voulu reconnaître qu'il a vu, en même temps que les assassins à l'aube, sa femme rentrer d'une aventure galante. Le « je dormais » qu'il prononce réduit à néant l'énorme tension générale. Barilari est bien l'enfant d'une ville soumise et hypocrite, l'incarnation de la lâcheté de Ferrare, après avoir été, dans le récit de Bassagne, la fugitive illusion d'une conscience accusatrice déléguée par le narrateur. Alors l'intérêt, on le sait, de Una Notte del 43 et l'intérêt d'un certain Feloni ne réside pas uniquement dans la trame historique, dans l'histoire douloureuse de la lutte fratricide, mais dans le fait que cette trame tragique est développée par Bassagne et Lèbre en un savant récit bâti sur le contrepoint et dont les éléments s'alternent et se composent pour donner, une fois les récits finis, l'impression de la réalité contemplée objectivement.
Ainsi, l'histoire individuelle de chaque personnage, et notamment de Feloni, célèbre, dont le destin se trouve impliqué dans le drame de cette nuit fatidique, est lié à celui de Ferrare et de l'Italie tout entière, constitue sur le plan littéraire l'originalité de Bassani et aussi de notre Michel Lèbre. Je passe très rapidement à Rachid Fagioli, Le silence éclatant des rêves. C'est un roman marocain francophone, si vous voulez, imprégné d'Italie, de souvenirs et de personnages. C'est un roman aller-retour, Ferrare, Agadir, Agadir, Ferrare. C'est aussi un aller-retour dans le passé et dans le présent. Très rapidement, dans ce roman, énormément de personnages, quelques Marocains, des Italiens de Ferrare, et surtout, il est question très souvent de désespoir, de fascisme. Et la mémoire impose les images d'un passé, là aussi, celui de l'année 1943, qui s'infiltre dans les méandres du récit, ça c'est le passé, et dans le présent avec l'affaire Gladio. D'où l'appel constant au souvenir pour rappeler que les événements dramatiques qui accablent l'Italie confirment un pressentiment menaçant, c'est dit dans le roman, le fascisme est toujours là, il a légitimé la haine, le meurtre de masse, les tortures systématiques, les complots et les a rendus familiers. Si la mémoire constitue une figure essentielle du roman de Fagioli, c'est non seulement en tant que lieu des souvenirs encombrés par les scènes tragiques du massacre de Ferrare, mais aussi parce qu'elle est la métaphore d'une expérience du présent ponctuée par un sentiment de révolte profonde. Le silence éclatant des rêves est construit autour de l'évocation d'un certain, c'est pas un certain Feloni ici, c'est un certain Dino Grandi, un Ferrare qui a quitté sa région natale parce que persécuté par les fascistes. Et Dino Grandi, c'est le grand-père du narrateur Renato Grandi. Dans ce roman, la démarche intellectuelle et narrative de Fagioli se construit sur une question lancinante. Qui était Dino Grandi? Pourquoi il a quitté Ferrare pour arriver à Agadir? Pourquoi s'est-il marié à une Marocaine alors qu'il était marié en Italie, etc. À laquelle il répond par l'évocation de souvenirs plus ou moins précis. Le narrateur tente de recoller les morceaux, il laisse parfois s'installer, je dirais parfois, souvent, le silence. Les questions de silence, se livrant à des allers-retours spatio-temporels entre Ferrare et Agadir. Fagioli reprend l'histoire d'une vie pour comprendre la vie de son grand-père, Dino Grandi. C'est pourquoi il apparaît sous les traits du petit Renato, ouvrant délibérément la voie d'une fiction à la fois biographique, une fiction biographique et une fiction historique. Cette figure présente dans la deuxième partie du roman et dont le rôle est de parcourir le trajet de son grand-père à l'envers, d'Agadir à Ferrare, porte sur l'Italie un regard nourri par une mémoire qui réincarne celle de son grand-père, riche d'images et de sensations, de souvenirs, grâce auxquels la narration creuse une place pour un éclat de l'histoire. Et la place principale, elle est pour la nuit du 15 novembre 1943, la nuit de la mémoire qui saigne, qui plonge les acteurs dans l'impossibilité de la raconter de manière précise. Entre le personnage et le fait raconté, il y a l'horreur. L'indicible, l'innommable, ce que les yeux ont vu, mais que les mots ne peuvent pas dire. Alors, le titre « Le silence éclatant des rêves » ne renvoie pas à un espace, mais plutôt à une dimension psychologique. Je dirais que Ferrare et Agadir sont des moyens.
le but, c'est cette dimension psychologique. Silence et rêve font appel à des phénomènes secrets et rebelles. Ils peuvent être marocains, aussi bien qu'italiens, enfermés dans leur drame, dans un immémorial onirique. Et le roman s'ouvre sur une image solitaire, masculine, fondue dans un espace dont le dépaysement contribue au mystère. Et là, on a un passage au début, ce fut un matin de décembre que Dino Grandi, qui venait d'échapper à la mort, etc., quitta Ferrare pour se rendre en Afrique du Nord, son premier voyage qu'il ne connaissait pas, etc., etc. Il est donc question d'un individu qui a quitté sa famille et sa ville natale, Ferrare, après le massacre de la nuit de 1943. Alors, il y a, on le voit tout au long du roman, un décalage qui s'opère entre le vécu Ferrare et le présent Agadir, et cela crée un espace perdu, un espace donc privilégié, comme dirait Proust, qui permet de réfléchir sur les liens entre la fiction et l'histoire. C'est un roman qui bascule, qui se promène entre la fiction et l'histoire. Alors, dans cette quête du vécu amenée par une mémoire qui se cherche, le personnage revoit non seulement sa vie, mais aussi son destin, et il usera de toutes les ressources sentimentales pour fonder au Maroc une nouvelle famille. Parce qu'évidemment, on voit circuler l'ancêtre Dino Grandi qui explique pourquoi il est parti, pourquoi il se plaît à Agadir, pourquoi il se marie avec une musulmane, etc. Et la date du 15 novembre ou du 15 décembre, peu importe, est le centre du roman de Fagioli. La ville des Est est représentée en même temps que l'irreprésentable, lieu du lisible et de l'illisible, du visible et de l'invisible, construite aussi bien comme un espace mental que comme lieu de la mémoire individuelle et collective, à savoir celle de l'auteur et celle de ses personnages, allant de Dino à Renato et vice-versa. Donc ici, on a un jeu de miroir, un lieu d'où il faut s'échapper pour y revenir. Je terminerai en disant que, effectivement, on apprend dans le roman la mort de Dino Grandi au Maroc et qu'il est enterré dans une zone, je dirais, no man's land. C'est ni une zone occidentale ni une zone orientale. Il est mis dans la terre, tout simplement, loin de la ville d'Agadir. Voilà, je conclus de ligne, donc 1 minute. Le silence éclatant des rêves construit autour de l'évocation bassanienne, comme le roman de Michel Lèbre, de cette nuit et cette aube sanglante à Ferrare, n'est pas un roman politique ni historique. Il dépasse même la Notte del 43. Les mutations vécues par la société italienne sont peintes en flou, prisonnières d'un secret jamais dissipé. Dino et Renato, malheureux héros d'une fable confuse, portent une histoire qui les dépasse. Dans le flux des contingences, reconnaissant les symptômes du fascisme, toujours actuel, il souligne qu'il est bénéfique de se replonger dans le passé, celui de Bassani, pourquoi pas, à la recherche non seulement d'une mémoire, mais aussi d'une histoire en suspens. Je vous remercie.